Amis auditeurs de icilomé.com, dans le cadre de notre émission Leader à l'écoute, panel dialogue intertogolais, nous recevons les premiers responsables de la classe politique, de la société civile et de la diaspora. Une occasion au peuple togolais de rester en communication avec ses élites. Monsieur le ministre Gilbert Bahora, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous êtes très impliqué dans les négociations qui auront lieu. Alors, monsieur le ministre, il y a une sortie dans les médias récemment. Vous avez rappelé que le gouvernement tient à ce que les réformes soient réalisées et que le chef de l'État écoutera les aspirations de son parti et aussi du peuple togolais. Dans le cadre de notre émission, les Togolais voudraient savoir, selon vous, quelle doit être la priorité des priorités sur la liste des sujets qui vous tiennent à cœur concernant le dialogue en Dialomé? Vous savez, M. Katé, il faut partir d'abord de la finalité et des objectifs qui sont poursuivis par notre pays et par nos concitoyens afin de déterminer l'ordre du jour ou l'agenda du dialogue et de pourparlers entre Togolais. Le président pour son parti politique, le gouvernement, ont toujours souhaité que les réformes politiques, notamment les réformes constitutionnelles et institutionnelles, puissent être parachevées afin de renforcer la démocratie, l'état de droit et créer également les conditions d'épanouissement de la bonne gouvernance dans notre pays. C'est dans ce sens que l'accord politique global du 20 août 2006 avait été signé. Dans le sillage de cet accord, de nombreuses réformes ont été réalisées. Mais en même temps, il faut avoir la lucidité et l'honnêteté de reconnaître que ces réformes n'ont pas été totalement parachevées. Il y a encore un certain nombre de points et de préoccupations exprimés par les acteurs politiques de tous bords, exprimés par nos concitoyens, et qu'il faut aller vers le parachèvement de ces réformes. C'est dans cet esprit qu'une initiative avait été prise par le gouvernement et le président Faure en 2014. Par la suite, il y a des partis politiques parlementaires et les plus qui avaient pris également des initiatives. La plus récente de ces initiatives, c'est la proposition de révision constitutionnelle envoyée à l'Assemblée nationale par les partis ANC et ADI. Cette proposition avait été ajournée parce que, à l'époque, le souci du président de la République était de permettre à la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques de mener à terme son travail à travers de larges débats associant non seulement les partis politiques, mais également les forces vives du pays. Il s'agisse des autorités religieuses, traditionnelles et même de groupes de population, sans oublier les journalistes, que ce débat-là puisse non seulement concerner la classe politique, mais aller au-delà pour embrasser un large éventail de composantes dans la société togolaise. Nous en étions là. La proposition conjointe a dit ANC était à l'Assemblée nationale ajournée. Le travail de la commission était en cours et était pratiquement achevé lorsque ont surgi les événements du 19 août 2017. Et le gouvernement a été prompt à répondre aux préoccupations qui ont toujours été exprimées aussi bien par les partis politiques. Je voudrais d'ailleurs rappeler que le 3 août 2017, l'ANC et CAP 2015 avaient organisé une manifestation à Lomé avec à l'ordre du jour les réformes constitutionnelles et institutionnelles et même des points précis des réformes à opérer. Alors, je voudrais tout simplement me résumer en disant qu'il aurait été souhaitable que nous puissions parachever beaucoup plus tôt les réformes constitutionnelles et institutionnelles
pour diverses raisons et plusieurs facteurs sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir, nous n'avons pas pu le faire collectivement. La responsabilité des blocages, la responsabilité des lenteurs, chacun peut en assumer une part de responsabilité. Toujours est-il, au lendemain du 19 août, le gouvernement a pris l'initiative d'adopter un projet de révision constitutionnelle. Et au moment où ce projet était adopté, l'espoir était que à l'Assemblée nationale, le projet du gouvernement et la proposition de l'ANP et de ADI pourraient constituer une bonne base d'un débat démocratique et de négociation afin de réaliser les réformes pour répondre aux attentes et aux aspirations des Togolais. Alors, cela n'a pas été le cas. Une procédure parlementaire est en cours. Notre constitution prévoit que lorsque un projet ou une proposition de révision constitutionnelle n'a pas pu être adoptée définitivement au 4/5e et que les 2/3 ont été réunis, la dernière étape de cette procédure, c'est le référendum. Mais étant entendu le contexte que le Togo vit, avec des manifestations de rue, avec des idées qui pourraient être apportées non seulement par les partis politiques à l'Assemblée nationale, mais également d'autres partis politiques extra-parlementaires pour enrichir le projet de réforme constitutionnelle. Le président de la République a voulu qu'il y ait un dialogue politique. Et donc, pour nous, le dialogue politique doit permettre d'enrichir le projet de révision constitutionnelle déjà en cours au niveau dans notre pays et de faire en sorte que, sur la base de ce projet enrichi, le peuple togolais puisse se prononcer et que nous puissions procéder définitivement à la révision constitutionnelle pour qu'un certain nombre de sujets qui entretiennent les contestations, les contentieux politiques dans notre pays, la question du mode de scrutin à l'élection présidentielle, la question de la limitation des mandats présidentiels, et bien entendu, à ce stade, il serait présomptueux de ma part, étant entendu l'objectif que je viens de décliner, enrichir le projet de révision constitutionnelle avant que le peuple n'ait à se prononcer, d'être limitatif dans les sujets qui pourraient être débattus au cours du dialogue. Nous allons à ce dialogue-là avec un esprit d'ouverture et un esprit de souplesse. C'est pourquoi nous avons toujours estimé qu'il reviendra aux parties prenantes et aux participants au dialogue de manière préliminaire de s'accorder sur l'agenda et l'ordre du jour du dialogue et de faire en sorte que les sujets qui sont évoqués ici et là, qu'il s'agisse de la question du vote des Togolais de la diaspora, qu'il s'agisse du renforcement et de l'amélioration du cadre électoral, que ce sujet puisse être l'objet de débats, de concertation pour parvenir à des compromis et à un consensus afin que les réformes constitutionnelles et institutionnelles préconisées et souhaitées puissent être définitivement réalisées pour faire avancer la démocratie, l'état de droit, les libertés et créer les conditions de consolidation de la bonne gouvernance dans notre pays. Voilà un peu la vision que moi je pourrais vous dire. Concernant le vote de la diaspora, Monsieur le ministre, est-ce que cela intéresse le pouvoir ou bien le parti au pouvoir ou bien le gouvernement? Est-ce que on peut sentir que le gouvernement serait partant pour une telle chose? Vous savez, si je devais reprendre un terme utilisé par le président Ford dans son interview récent dans un journal international, je vous encouragerais à éviter les slogans. Vous savez, moi-même, je suis ici ce que les gens appellent les Togolais de l'extérieur. J'ai fait mes études universitaires à l'étranger. J'ai commencé mon travail, ma profession aux Nations Unies et par la force des choses, aujourd'hui, je travaille pour notre pays. Beaucoup de nos concitoyens qui sont à l'étranger, aujourd'hui, apportent une grande contribution à l'économie, au développement de notre pays. Ils viennent, ils contribuent d'une manière ou d'une autre, ils constituent aussi notre richesse. Parce que les expériences qu'ils accumulent en travaillant à l'étranger, c'est des expériences qui peuvent également être mises à la disposition de notre pays.
qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. Et ce souci-là d'impliquer, de faire participer, de renforcer la contribution de nos concitoyens qui aujourd'hui sont à l'étranger, c'est permanent. C'est dans ce sens d'ailleurs que le président Faure n'a jamais hésité lorsque ceux de nos concitoyens qui désirent revenir apporter leur contribution, y compris au niveau du gouvernement, l'expriment, ils sont accueillis favorablement. Nous avons été les premiers à faire en sorte que les Togolais qui sont à l'étranger et éventuellement qui auraient renoncé à leur nationalité aient des facilités en revenant dans leur pays d'origine sans des formalités excessives. Donc, c'est pour dire que notre ouverture est totale et nous le démontrons à travers des actes et des actions et non pas à travers des slogans. Nous ne sommes pas dans le même état d'esprit que ceux qui chercheraient à instrumentaliser ce qu'ils appellent diaspora à des fins d'alimenter des controverses, des débats inutiles ou bien parce qu'ils ont besoin du soutien de nos concitoyens à l'étranger par rapport à leurs actions partisanes et ils agitent la question de la diaspora comme un chiffon rouge. Non, la diaspora togolaise, ce sont des femmes et des hommes qui apportent, qui ont un amour, un engagement pour leur pays, notre pays, le Togo, qui apportent leur contribution, qui apportent des idées. Et même dans les débats comme ceux que nous avons actuellement, moi, je suis certain qu'il y a certains des Togolais qui sont à l'étranger, qui, à travers leurs réflexions, peuvent également aider à faire avancer le dossier et l'agenda des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Voilà un peu notre position. Bien entendu, quand on dit le vote de la diaspora, juridiquement, la diaspora, ça n'existe pas. Il faudra bien que nous nous entendions de quoi il s'agit. S'agit-il des Togolais et résidents à l'étranger, ce qui suppose que on regarde à quelles conditions cela se détermine et se définit. Et puis, maintenant, créer les conditions techniques et logistiques pour que ces Togolais dont il s'agit aient la possibilité d'apporter leur contribution, y compris par une participation plus large et plus active à la vie politique. Voilà notre vision des choses. Nous ne sommes pas dans les slogans, nous ne sommes pas dans un esprit d'instrumentalisation, nous ne sommes pas dans l'optique parce que nous souhaiterions que ceux qui sont à l'étranger puissent éventuellement cotiser pour alimenter les caisses des partis politiques ou alimenter les ambitions de tel ou tel. Nous allons agiter la question de la diaspora comme un chiffon rouge. Non. Unir, par exemple, est un grand parti bien implanté sur le territoire national, mais également bien implanté hors de nos frontières, aussi bien sur le continent qu'en Occident, en Amérique, au Canada et en Europe. Et nous le faisons avec beaucoup d'humilité parce que nous ne voulons pas agir en donnant le sentiment que les Togolais de l'étranger, la diaspora, seraient des supplétifs qu'il faut utiliser juste à des fins partisanes. À la fin de ce dialogue, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, que ce soit dans le cadre de la gouvernance, que ce soit dans le cadre de l'économie? Les gens marchent, l'opposition, les commerçants au marché n'arrivent plus à vendre et se disent que bon, il faut aller aux solutions politiques. C'est ce qui est en vue, c'est le dialogue. Maintenant, à la fin de ce dialogue, à quoi cela ressemblerait? Qu'est-ce que vous pouvez prédire comme suite? Vous savez, M. Katé, moi, ma conception de la politique, c'est celle qui est ancrée dans le pluralisme démocratique, dans la diversité des opinions, dans le pluralisme démocratique. C'est celle qui valorise la tolérance et c'est celle qui valorise le débat. C'est pourquoi, concernant par exemple la question des manifestations, moi j'estime qu'il est important dans une démocratie de préserver, de garantir et d'assurer le respect effectif des libertés de réunion et de manifestation, y compris à travers des marches, des rassemblements. Mais dans une démocratie et dans un état de droit, l'État existe, les lois existent, les réglementations existent pour assurer la cohésion dans la société, pour concilier les libertés et faire en sorte que l'exercice des libertés des uns ne conduise pas
à des empiètements et à des préjudices et des dommages sur la liberté des autres. Alors, ceux qui marchent, ils le font dans leurs droits, mais ils ne devraient pas le faire au préjudice des activités économiques, au préjudice des commerçantes et des commerçants. Lorsque, à l'occasion des marches, on entre dans des magasins, on vandalise les magasins, on agresse des concitoyens qui vendent à l'étalage dans la rue, qu'on provoque, qu'on intimide, je ne vois pas en quoi cela correspond à l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation. Ce genre de comportement, ces débordements qui n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi moi je pense que quand un parti est implanté et est convaincu de son idéologie, de sa vision, son mode opératoire devrait consister à convaincre nos concitoyens à y adhérer, y compris à adhérer à ces actions de manière librement consentie et non pas par la force. Si ceux qui sont dans la rue, les partis qui organisent les manifestations, ont le sentiment que leur cause est juste et que les objectifs qu'ils défendent sont des objectifs nobles, je pense qu'ils devraient œuvrer pour expliquer et susciter l'adhésion et le soutien de la population sans avoir besoin de dire nous allons casser l'économie, nous allons entraver les activités des autres, nous allons faire en sorte que les Togolais soient excédés à faire. Vous voyez, j'ai lu cette semaine dans certains journaux, Liberté, pour ne pas citer ce média. Lisez dans un des articles quelqu'un qui écrit pour dire que non, tant qu'il n'y aura pas de manifestation anarchique, qui ne respectent pas les points de départ et les points de chute, les itinéraires, tant qu'il n'y aura pas beaucoup d'énervement par rapport aux activités économiques et commerciales, les objectifs poursuivis ne seront pas atteints. Vous pensez que ça, c'est de la démocratie? Ça, c'est ça, les libertés? On est sûr de la cause qu'on poursuit et en même temps, on se dit qu'il faut exercer cette forme de violence, pratiquement verbale, de contrainte sur la population afin que cette population puisse se retourner contre ce que les gens appellent le régime. Mais ça, c'est vraiment des modes d'action et des moyens d'action qui ne correspondent pas aux moyens acceptables et acceptés dans une démocratie. Donc moi, à la fin du dialogue, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est qu'un climat d'apaisement et de sérénité s'instaure, qu'il y ait eu des compromis et un consensus qui permettent de parachever le processus de réforme constitutionnelle et institutionnelle pour faire avancer la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance dans notre pays, que les Togolais puissent vaquer librement à leurs occupations, que l'économie togolaise reprenne sa marche vers plus de croissance et plus de création d'emplois. Vous savez, si nous cassons le pays, quel que soit ce qui viendrait demain, il serait confronté à un éternel recommencement. Et notre histoire nous édifie. Notre histoire constitue une leçon que nous devons chercher à bien lire et bien étudier. Dans les années 90, 93, on a même utilisé la grève générale et illimitée. Mais est-ce qu'à la fin de tous ces événements-là, notre pays se portait mieux parce que les gens avaient dit non, faisons la grève, voilà ce que nous allons obtenir. Ça n'a permis ni des avancées sur le plan politique et démocratique, ni des avancées sur le plan économique et social. Tirons les leçons de tous ces épisodes, de toute cette expérience du passé, et faisons en sorte que le débat démocratique, l'exercice des libertés, y compris les libertés de réunion et de manifestation, puisse se poursuivre, puisse être garanti et respecté dans notre pays, sans que l'on recourt à la violence, sans que l'on recourt à l'incitation à la haine et à l'intolérance, un mode d'action et un moyen d'action des gens qui ne sont pas convaincus de leur propre cause et de leur vision. Alors, personnellement, Monsieur le ministre, s'il faut citer une chose, une seule chose, que vous souhaitez voir être accomplie d'ici la fin de ce dialogue, ce serait quoi? Vous savez, pendant mes années d'études à Genève,
et mes premières années d'expérience professionnelle à Genève, en Suisse. Et par la suite, ma petite expérience professionnelle avec les Nations Unies dans beaucoup de pays, moi, je crois qu'il faut que nous intériorisons et nous nous approprions davantage les fondements et les valeurs de la démocratie. Moi, je ne conçois pas de démocratie, je ne conçois pas d'état de droit, je ne conçois pas de droits de l'homme sans respect les uns des autres, sans respect de la liberté d'opinion. Vous et moi, nous pouvons diverger sur un sujet, nous pouvons en débattre, nous pouvons avoir des désaccords, mais nous devons être guidés par le souci de trouver un point de croisement qui corresponde à l'intérêt général. Mais si vous me voyez, vous dénier le droit et la liberté d'avoir des divergences par rapport à moi. Si vous me voyez dire, voilà ce que moi je pense, c'est ça qui est vrai, et ce que vous pensez, c'est ça qui est faux, moi je ne crois pas que c'est ça la démocratie. Je crois que dans notre pays, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui proclament leur attachement à la démocratie, qui proclament leur attachement à l'état de droit et aux libertés, aux droits de l'homme, mais qui le font juste dans la bouche, qui ne le croient pas et qui ne l'intériorisent pas. Et quand je vois le niveau d'intolérance, le recul du débat démocratique, vous savez, moi, j'en ai été souvent la victime, mais ça ne me meut guère. Lorsque j'exprime mes convictions et mes opinions, ça peut ne pas correspondre à ce que vous voulez entendre. Ça peut ne pas correspondre à ce que certains de nos concitoyens qui ont d'autres convictions politiques ne veulent pas entendre. Mais ça ne doit pas être une raison pour stigmatiser les uns les autres pour un ostracisme. C'est ce que j'observe dans notre classe politique, que souvent les gens parlent de la démocratie mais ne les respectent pas. Vous voyez ici, même je fais une allusion à la question de l'alternance. Quand vous voyez ce qui nous donne à longueur de journée les leçons d'alternance, et quand vous voyez leur comportement au sein de leur parti ou à la tête de leur parti, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'eux-mêmes ils croient à ça? La plupart de ceux qui ont créé leur parti, c'est même difficilement qu'ils organisent des congrès, c'est difficilement qu'ils renouvellent les instances. Certains partis ne tiennent même pas de congrès. Certains leaders, ils partent, ils reviennent. Même quand ils ont laissé la place, ils reviennent en disant non, non, c'est moi seul qui suis en mesure de conduire la lutte pour le changement. Vous croyez que ça là, c'est vraiment des leçons de démocratie et d'alternance? Et donc, si nous commencions, chacun à son niveau, chacun au niveau de sa famille, chacun au niveau du cercle où il se trouve, chacun au niveau de son parti politique, à nous comporter et à avoir des attitudes exemplaires en termes de démocratie que nous souhaitons, en termes d'alternance que nous voulons, ça pourrait faire avancer notre pays. Donc, c'est pourquoi moi, tous les débats sont bons. Le dialogue, c'est aussi un bon moment de débat démocratique, c'est un bon moment d'échange, faire en sorte que nous puissions réaliser les réformes en tenant compte des idées et des contributions des uns et des autres. Pour moi, c'est la démocratie. Donc, s'il y a une attente, s'il y a un mot, s'il y a une espérance et un espoir qui m'anime, c'est celui de toujours saisir les occasions de débat, de dialogue, comme des moments d'enrichissement du débat démocratique dans notre pays et à la fin, que ça aide surtout la collectivité nationale, le Togo dans son ensemble et non pas seulement la classe politique à aller de l'avant en termes de progrès politique, en termes de progrès économique et en termes de progrès social. Voilà ce que je pourrais dire en termes d'espérance et d'espoir. Bien entendu, c'est toujours un plaisir d'être autour d'une table avec les frères et les sœurs qui, tout en appartenant à d'autres partis politiques, dans la vie de tous les jours, nous sommes des frères et des sœurs et nous devons apprendre à transcender les... Le peuple togolais a enregistré un bras de fer entre les politiques pendant longtemps. Beaucoup de personnes se disent que cette fois-ci,
il faut que ça marche pour de bon. Alors, est-ce qu'il y a lieu de faire les négociations autrement par rapport à 2006, à Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, ou se référer à des modèles comme le Béninois ou certains dans d'autres pays ont réussi politiquement à résoudre leurs problèmes? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut faire les choses autrement cette fois-ci? Bien entendu, il faut toujours scruter notre parcours, il faut regarder tous les épisodes de notre cheminement politique historique et institutionnel et en tirer toutes les leçons et tous les enseignements. Vous parlez par exemple de l'expérience béninoise. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le Bénin et le Togo? Regardons, examinons, voir. Est-ce que nous avons toujours fait prévaloir l'esprit de tolérance et l'esprit d'ouverture? Est-ce que ce qui a pu amener à des dérapages et même à des réformes qui n'étaient pas vraiment assises sur un vrai consensus et sur la vérité dans les années 91-92, y compris à l'occasion du référendum de septembre 92, d'où en a été issue la constitution dite originelle. Est-ce que ce n'est pas les mensonges les uns des autres? Est-ce que ce n'est pas le fait que nous sortons sur la vérité? Nous ne nous disons pas la vérité. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'exclusion? La tentation de dire, bon, il y a le puritanisme. Aujourd'hui, on revoit la même chose ressurgir. Il y a des gens, parce qu'ils sont dans une coalition, ils disent non, non, nous sommes détenteurs de la vérité cardinale. Et ceux qui ne sont pas dans la rue, ils ne peuvent pas être associés à un dialogue. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'était passée dans les années 90-92? Oui, donc moi, je souhaite que nous puissions tirer les leçons et faire en sorte que, même si certains partis politiques sont considérés comme n'ayant pas le poids nécessaire, ils peuvent apporter leur contribution. Mais en même temps, il faut éviter tous les forums pléthoriques et une sorte de conférence nationale vide. Il faut avoir un dialogue qui soit à la fois restreint, efficace et fécond. Et pour cela, nous pouvons écouter les uns et les autres et tirer les enseignements pour éviter ce qui ne nous a pas fait réussir par le passé. Et l'esprit d'exclusion, le mépris par rapport aux uns aux autres parce que telle personne aurait fréquenté et telle personne a été au gouvernement. Voyons ce qui réussit. Si je devais aussi aller un peu plus loin, un pays comme le Sénégal, ce qui a fait la réussite dans le parcours politique de quelqu'un comme Abdoulaye Wade, c'est de savoir alterner opposition et participation au gouvernement. En participant au gouvernement, il apprenait la gestion des affaires de l'État. Et lorsqu'il y avait des divergences majeures, il retournait dans l'opposition. Et lorsque l'occasion se présentait, il retournait au gouvernement de nouveau pour apporter sa contribution et en même temps apprendre comment on gouverne. Regardez à travers notre continent. Ceux des opposants qui souvent ont une expérience de gestion des affaires de l'État, qui ont eu des expériences en tant que parlementaires, en tant que ministres, ils ont parfois un comportement bien différent par rapport à ceux qui ont voulu garder leur virginité politique en étant tout le temps dans l'opposition outrancière. Et donc, moi, je souhaite que dans notre pays, nous puissions faire voilà, la conjugaison des talents et des compétences et qu'au-delà des compétitions électorales qui permettent d'arbitrer les ambitions des uns et des autres, qui permettent de donner la parole au souverain président et après le peuple, nous puissions travailler ensemble pour développer notre pays. Vous voyez, moi, je suis mal à l'aise quand certains veulent faire croire que ceux qui sont dans la rue, ils ont raison sur ceux qui ne sont pas dans la rue. De la même manière, je ne dirais pas que ceux qui ne sont pas dans la rue ont raison sur ceux qui sont dans la rue. Le Togo comprend combien de gens en termes de population. Que les gens balancent tout le temps des chiffres pour s'encourager eux-mêmes, bon, nous respectons. Le Grand Lomé comporte combien de gens pour donner les chiffres que les gens donnent. Vous voyez, il y a des excès, il y a des outrances qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, moi, je souhaite que ce respect mutuel, ces valeurs et ces fondements essentiels de la démocratie
et les libertés puissent être respectées, mais en même temps que nous sachions conjuguer nos efforts et travailler ensemble lorsque l'intérêt national l'exige. Voilà un peu ce que moi je pourrais vous dire en termes de leçons à tirer et de la possibilité de faire différemment par rapport au passé. C'est vraiment de sortir de certains comportements qui ne sont pas bons. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Nous souhaitons bon succès